Et place donc à la grande interview sur CNews et Europe 1. Bienvenue et bonjour Jordan Bardella. Bonjour Sonia Mabrouk, merci de votre invitation. Et merci de votre présence. Vous êtes le président du Rassemblement national et tête de liste RN aux Européennes. Tout d'abord, Jordan Bardella, immense tristesse après le terrible drame suite à la mort d'Alexandra Sonac, cette agricultrice de 36 ans. Et on l'a appris cette nuit de sa fillette de 12 ans. Selon le procureur, il n'y a pas d'intentionnalité de cette mort. On a appris aussi que les occupants de la voiture étaient sous le coup d'une OQTF, des Arméniens dont les demandes d'asile ont été refusées. Est-ce que malgré tout, vous pointez ce matin la responsabilité du gouvernement? Les drames se suivent et se ressemblent. Ce drame horrifie la France entière. J'aimerais apporter évidemment mon soutien à l'ensemble des agriculteurs. D'abord à la famille d'Alexandra et de Camille, respectivement 35 ans et 12 ans, qui sont morts pour avoir défendu, en tout cas s'agissant de cette agricultrice, leur métier, leur travail qu'ils exercent avec passion, à l'heure où l'agriculture en France fait probablement face à l'un des plus grands plans sociaux en fait, de l'économie française, de l'histoire de notre nation et de l'histoire de notre société. Je dis que les drames se suivent et se ressemblent, car en réalité, ces individus n'auraient pas dû être sur le territoire de la République française. Je sais qu'à chaque fois qu'on fait des constatations, les mouvements politiques se lèvent, crient à la récupération, mais les faits... Parce que nous parlons d'un terrible accident. Les faits sont là. Ces individus n'auraient pas dû être sur le territoire de la République française. Maintenant, j'aimerais qu'on s'occupe du drame de nos agriculteurs, parce que j'ai eu l'occasion d'échanger avec plusieurs d'entre eux. J'étais samedi dernier en Gironde et je peux vous dire que aujourd'hui, il y a chez eux, comme chez toute cette France du travail, chez nos agriculteurs, chez nos pêcheurs, chez nos artisans, chez nos commerçants, chez nos chefs d'entreprise, le sentiment de ne plus pouvoir vivre de son travail et de devoir, hélas, être accompagné par des aides, ce qui n'est évidemment pas une fin en soi et ce qui n'est pas souhaitable pour des millions de gens dans notre société qui aujourd'hui n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Dans le détail, Jordan Bardella, le mouvement de colère des agriculteurs prend de l'ampleur. Il y a plusieurs appels à manifester qui sont lancés, des blocages de routes, une possible contagion aussi avec d'autres secteurs comme celui des routiers, une volonté de monter à Paris. Tout d'abord, sur la forme, est-ce que vous soutiendrez, vous cautionnerez toutes les opérations, tous les types d'actions, quels qu'ils soient, y compris les actions les plus radicales? J'ai très clair. Moi, je condamne toutes les formes de violence et je pense que la violence n'a pas sa place dans notre démocratie. Maintenant, je ne souhaite pas que l'expression sur la forme, qu'il s'agisse de blocage, de manifestation, de marche, de mobilisation, devienne en fait le débat politique. Le débat politique aujourd'hui, c'est que l'agriculture française rentre dans une décennie critique. Bien sûr. Et que si on ne prend pas en compte aujourd'hui la nécessité de protéger notre agriculture de la concurrence internationale déloyale et qu'on ne permet pas à nos agriculteurs d'être compétitifs et de vivre de leur travail, alors c'est toute la souveraineté alimentaire de la France mais pour tout cela, menacée. Pour se faire entendre, est-ce qu'il faut qu'ils aillent plus loin? Est-ce qu'il faut monter, comme on dit, sur Paris, bloquer la capitale? Est-ce que ces actions sont légitimes, en un mot? Et madame, je suis un responsable politique. Mon job, si je puis me permettre, n'est pas de commenter ou d'appeler à l'escalade. C'est d'apporter des solutions aux gens, c'est d'apporter des solutions aux Français. Et ce qu'il y a de commun entre ces mobilisations paysannes, ce mouvement agricole, les gilets jaunes hier, les bonnets rouges avant-hier, c'est à chaque fois le cri de la France qui ne veut pas mourir. C'est le cri d'une France silencieuse, d'une France du travail, qui est asphyxiée de normes, de taxes et d'impôts, qui n'arrive plus à vivre de son travail et qui précisément ne veut pas être effacée. Et je peux vous dire qu'ayant discuté avec de nombreux agriculteurs depuis plusieurs jours, depuis une semaine et depuis en réalité 5 ans que je suis député européen, je vois à chaque fois des agriculteurs se battre non seulement pour la survie de leur métier, non seulement pour la survie de leur exploitation, mais pour la survie de la ruralité. L'agriculture, il faut bien que les Français comprennent, et les Français sont parfaitement conscients de cela, je le crois. Ça a façonné l'histoire de France, ça a façonné nos paysages, ça a façonné nos territoires, ça fait partie de notre héritage. Et un agriculteur qui s'en va, c'est une part de notre identité qui disparaît. En 1970, il y avait 1 500 000 exploitations agricoles. Il y en a aujourd'hui 490 000. Donc c'est un plan social majeur qui ne dit pas son nom. Et moi, je crois encore dans la puissance agricole française. Et je pense que précisément, la France n'a pas vocation à être une sous-traitante de la mondialisation, que nous n'avons pas vocation à devenir une plateforme de marché contrainte d'importer des produits venus du bout du monde. Nous avons des talents, nous avons des atouts, nous avons une filière importante et il faut la défendre. Selon notre sondage CSA, pardonnez-moi pour CNews, Europe 1 et le JDD, 94% des Français pensent qu'il est urgent, c'est ce que vous venez de dire, d'interdire l'importation en France
France de produits agricoles étrangers qui ne respectent pas les normes imposées à nos agriculteurs. Si vous étiez au pouvoir aujourd'hui, comment ferez-vous clairement pour interdire l'importation de ces produits? Je souhaite l'exception agriculturelle. Je pense qu'il faut sortir l'agriculture française des accords de libre-échange. Nous multiplions depuis plusieurs années des accords de libre-échange avec des suppressions de droits de douane, notamment sur les produits importés. Nous l'avons fait et nous avons alerté lorsqu'il s'est agi de débattre du Mercosur. Nous l'avons fait au Parlement européen. Je l'ai fait personnellement sur l'accord avec la Nouvelle-Zélande ou encore l'accord avec le Vietnam qui menace directement la pêche française. À chaque fois, on ouvre nos frontières avec des pays qui produisent en ne respectant aucune des normes économiques, sociales, sanitaires, réglementaires qu'on impose à nos agriculteurs. Mais soyons précis, c'est-à-dire vous sortez tout le domaine de l'agriculture de ces accords. Exactement. Et vous ne demandez pas, Jordan Bardella, contrairement à ce que veut par exemple le gouvernement, ce que essaye en tout cas de défendre Emmanuel Macron, ce qu'on appelle des clauses miroirs, c'est-à-dire demander aux autres les mêmes normes. Mais bien sûr, et nous sommes battus au Parlement européen pour réclamer ces clauses miroirs. Mais pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi personne n'arrive à les imposer? Mais parce qu'on ne défend pas nos intérêts. Emmanuel Macron ne défend pas les intérêts de la France? Absolument pas. Enfin, en tout cas, c'est un peu comme en amour, si vous voulez, c'est les preuves qu'on donne. Et de ce point de vue-là, les agriculteurs n'ont pas vu beaucoup de preuves d'amour. Et aujourd'hui, les agriculteurs ont le sentiment qu'avec Emmanuel Macron et Gabriel Attal, c'est la main sur l'épaule quand ils sont à Paris, mais c'est le coup de poignard quand ils sont à Bruxelles. Parce que précisément, Emmanuel Macron, Gabriel Attal et ce gouvernement ont soutenu la politique de la Commission européenne du Green Deal, ont soutenu le texte Restaurons la nature, ont soutenu les accords de libre-échange et en fait soutiennent une politique d'écologie punitive qui vise à des normes toujours plus difficiles et toujours plus aberrantes pour les agriculteurs français, chose qui n'est pas imposée et rendue obligatoire pour les produits qu'on importe. Donc, exception agriculturelle. Deux, lorsqu'on négocie un accord commercial, il faut des clauses miroirs. Mais attendez, pardonnez-moi, s'il y a des clauses miroirs, est-ce qu'il n'y a pas un risque de contrepartie? Parce que pourquoi les autres pays ne se défendraient pas? Je vous donne un exemple. Elles le font déjà. Si on interdit, Jordan Bardella, par exemple, les importations de soja OGM brésilien, les éleveurs français devront débourser plus pour nourrir leur cheptel au risque de voir les consommateurs se détourner de leur viande. Comment on fait pour ne pas avoir cet effet boomerang? Mais l'effet boomerang, il existe déjà depuis 10 ans. Depuis 10 ans, la France a perdu 25% de part de marché à l'exportation. Vous pensez que les autres pays, et c'est là que je trouve le comportement de nos responsables politiques absolument aberrant, c'est que précisément quand on négocie un accord commercial, par exemple avec le Canada, avec le CETA, le Canada protège ses marchés intérieurs et rend ses marchés public, son marché intérieur, beaucoup plus inaccessible, en tout cas beaucoup moins accessible que nous le faisons nous au sein de l'Union européenne. Donc ce que je ne comprends pas, c'est que toutes les grandes puissances qui réussissent dans la mondialisation arrivent à se protéger, arrivent à défendre leurs intérêts. Et troisièmement, madame, il faut faire le patriotisme économique. Moi, je souhaite que dans la commande publique, les agriculteurs français... On a l'impression que tout le monde est pour une forme de patriotisme. Eh bien écoutez, il faut mettre le Rassemblement national au pouvoir si tout le monde est d'accord. Parce que précisément, ça fait 20 ans que nous défendons cette idée. Ça passerait par quoi, Jordan Bardella? Je souhaite que dans la commande publique, les entreprises françaises, et notamment on parle de l'agriculture, les agriculteurs français puissent avoir une priorité d'accès au marché public. Je vous donne un exemple très concret. Dans la restauration collective aujourd'hui, dans les cantines, des collèges, des écoles, des lycées, 3/4 du bœuf qui est consommé, qui est servi dans les cantines est d'origine importée. Alors que nous avons une filière ovine et bovine qui est en train de mourir. Moi, je souhaite l'inversion de ce rapport de force et je souhaite qu'on puisse se fournir en priorité au sein de l'agriculture française. C'est un gage de qualité pour nos produits, c'est un gage de certitude sur la traçabilité des produits et enfin, ça permet de soutenir notre marché intérieur. Comment à la fois vous comptez, si vous arrivez au pouvoir, tordre le bras de Bruxelles, de l'Union européenne et en même temps recevoir les aides de la PAC, parce que personne n'en parle, mais quand même nous bénéficions et nos agriculteurs bénéficient d'aides substantielles et importantes. Madame Mabrouk, cet argent, c'est le nôtre. La France donne beaucoup plus au budget de l'Union européenne qu'elle ne reçoit à la France. Et le pays deuxième contributeur net au budget de l'Union européenne. Par conséquent, celui qui paye... Sur 2023-2027, c'est 45 milliards pour oui, environ. Enfin, on y laisse entre 12 et 15 milliards, incluant les droits de douane, chaque année. Donc, cet argent... Moi, je souhaite baisser la contribution française au budget de l'Union européenne, précisément pour que ce trop-plein d'argent soit versé directement à l'économie française. Et je vous donne un exemple très concret.
les agriculteurs, moi j'en ai vu beaucoup, qui renoncent précisément à demander les aides de la politique agricole commune parce que les dossiers sont trop compliqués, parce que les normes administratives qui sont nécessaires pour remplir ces dossiers sont tellement complexes et tellement difficiles qu'ils n'arrivent plus à faire face. Donc il faut une pause réglementaire aujourd'hui. Vous ne croyez pas au choc de simplification que pourrait annoncer le gouvernement? Mais quel choc de simplification? Ils vont quand même annoncer quelques mesures, je suppose, en fin de supprimer, et le Rassemblement national est le seul groupe politique à s'y être opposé à l'Assemblée nationale avec force, l'avantage fiscal sur ce qu'on appelle le GNR, c'est-à-dire le gazole non routier. En gros, on augmente le carburant pour nos agriculteurs, alors même que précisément, ils ne sont plus compétitifs dans l'économie mondiale aujourd'hui, en tout cas de ce qu'ils nous disent. Et moi, je souhaite que cet avantage soit préservé et nous souhaitons également abroger les droits de succession parce que les successions aujourd'hui représentent un mur fiscal beaucoup trop important pour de nombreux chefs d'entreprise et notamment pour nos agriculteurs. Et moi, je souhaite dans une vraie logique de transmission, de valorisation du travail, qu'on puisse abroger quasi totalement les droits de succession à la condition que l'agriculteur qui reprend l'exploitation s'engage à garder celle-ci pendant 10 ans. Jordan Bardella, à quelques mois des élections européennes, évidemment, ce sujet est majeur. Le gouvernement vous accuse de récupération politicienne sur le dos des agriculteurs, sur le dos également des pêcheurs, de butiner de colère en colère. Et en réalité, que ce serait votre fonds de commerce. Que répondez-vous à cela? C'est fatigant. Qu'est-ce qui est fatigant? D'avoir des gens qui passent leur temps à ériger en novlangue le mot « en responsabilité » et qui passent leur temps à se défausser de leurs responsabilités. Je ne sais pas si vous avez entendu Monsieur le maire, aux 20h de TF1, annoncer l'augmentation des prix de l'électricité. C'est quasiment de ma faute et de celle de Marine Le Pen. C'est-à-dire qu'on explique que le Rassemblement national est quasiment responsable de l'augmentation des prix de l'électricité. On explique en gros à demi-mot que le Rassemblement national est responsable ou surfe sur la colère des agriculteurs. Mais qui est au pouvoir ? Qui signe des accords de libre-échange? Qui augmente les prix de l'électricité? Qui met fin aux avantages fiscaux qui sont donnés sur le GNR? L'électricité, c'est un retour. Et Bruno Le Maire a pointé justement votre responsabilité parce que vous n'avez pas voté le bouclier tarifaire alors qu'aujourd'hui, vous dénoncez le fait que ce bouclier ne soit plus maintenu. Mais est-ce qu'il n'y a pas une forme de schizophrénie? Non, il y a de la franchise. Parce qu'en réalité, c'est le même sujet. Le sujet, c'est Bruxelles. Et si... C'est de la faute de Bruxelles, véritablement. Est-ce que c'est pas le bouc émissaire trop facile? En tout cas, l'Union européenne est en train de déconstruire l'Europe et menace les intérêts de la France. Alors pourquoi vous n'en sortez pas? Le bouclier énergétique, je vais vous répondre. Le bouclier énergétique, il sert à cacher l'impuissance du gouvernement français à récupérer la maîtrise des prix de l'énergie. Les prix de l'électricité en France, qui de tout temps ont été garantis à des prix bas par la force nucléaire française, du général de Gaulle au président Sarkozy, il y avait un consensus pour dire que le nucléaire était un atout français. Monsieur Hollande et Monsieur Macron ont décidé de contrecarrer cette stratégie et de dilapider la filière nucléaire. Résultat, aujourd'hui, les prix de l'électricité en France sont fixés au niveau européen par des règles de fixation communes qui bien souvent indexent les prix de l'électricité sur les prix du gaz allemand. En réalité, ce système, il ne fait plaisir qu'à un seul pays, c'est l'Allemagne. L'Europe s'est construite aux intérêts de l'Allemagne, contre les intérêts d'une grande partie des autres nations européennes. Moi, je souhaite que l'Europe puisse se faire en faveur des intérêts français. Donc, et je souhaite une notamment Europe allemande qui devient une Europe française. Exactement. Ça, c'est mon projet. Et je souhaite précisément que la France puisse récupérer sa souveraineté tarifaire et qu'elle puisse payer l'électricité et l'énergie à bas coût. Si on fait cela, si on a le courage d'aller devant les institutions européennes, si on a le courage de récupérer notre souveraineté tarifaire en obtenant par exemple des dérogations comme l'ont fait le Portugal et l'Espagne durant plusieurs mois. Donc ce n'est pas sortir de l'Union européenne pour vous que de faire un pas de côté par rapport à cela. Je dis juste qu'après 30 années d'excès, Madame Mabrouk, il faut revenir à la raison. Après 30 années de fuite en avant fédéraliste qui n'ont fait qu'affaiblir les nations et notamment la nation française, il faut une Europe des coopérations entre États, une Europe des projets, une Europe où on se met autour de la table pour bâtir les grands projets du XXIe siècle, la transition énergétique, l'intelligence artificielle, le numérique, l'industrie, mais où on permet à chaque État de décider de ce qui est bon pour lui et à qui on permet notamment de payer l'électricité à son coût de production. Parce que c'est ça le sujet. Et si on fait ça, croyez-moi qu'on n'a pas besoin de ce bouclier énergétique parce que précisément on récupère la maîtrise des prix de l'électricité. Non, mais si vous voulez, l'Europe aujourd'hui, elle est aux intérêts de tout le monde. L'Europe est aux intérêts américains, l'Europe est aux intérêts chinois, l'Europe est aux intérêts turcs. Enfin, l'Europe aujourd'hui, c'est l'Europe de Seattle à Istanbul en passant par Kiev. Moi, je veux faire l'Europe des coopérations entre États, l'Europe des nations, et c'est, je crois, ce à quoi aspire une majorité de Français. Il faut beaucoup d'optimisme, beaucoup de volonté politique, et il faut arrêter de se coucher devant des règles et des normes qui sont
contraire à l'économie française. Je disais que et le à notre gouvernement vous accuse de récupération et dénonce beaucoup de choses à votre sujet. Le service public également, radio comme télévision. Oui, j'ai tout le monde sur le dos. Là, un édito pour dénoncer votre récupération politique, une émission sur France Télévisions pour dénoncer. Alors, si j'en crois cette émission, je traduis pour nos téléspectateurs de CNews et nos auditeurs d'Europe 1, j'ai face à moi une coquille vide, quelqu'un qui est un fantôme au Parlement européen, quelqu'un qui a été fabriqué, quelqu'un qui ne peut que débiter des éléments de langage. Ouais, oui, mais ça, c'est le service public qui, a 5 mois des élections européennes, n'a rien trouvé de mieux à faire qu'un complément d'enquête à charge, dont la moitié des personnes qui témoignent sont bidons. On a trouvé une source qui m'accuse d'avoir un compte anonyme qui s'est rétracté 3 heures avant la diffusion de l'enquête. Et tout cela a été fait dans des conditions extrêmement particulières. Mais les Français ne sont pas dupes de ça. Et vous savez, en politique, quand on est donné en tête des intentions de vote, on a la meute aux trousses, mais je suis solide et il en faut plus pour me faire chuter. Vous considérez être une cible aujourd'hui ? Je pense que plus on monte en politique, moins il y a d'oxygène et que probablement je suis sur un escalier où en fonction des marches que je gravis chaque jour un peu plus, on tente de me faire chuter. Mais je suis solide parce que je sais que derrière moi, il y a des millions de Français qui croient en nous et qui estiment que le programme de bon sens que nous portons est nécessaire pour le pays. Et donc, ça ne me fera pas flancher, je vous rassure. Merci Jordan Bardella. Merci à vous. C'était votre grande interview ce matin sur CNews Europe 1 et à bientôt. Merci Sonia Mabrouk et Jordan Bardella. On vous retrouve dans un instant en compagnie des signatures Europe 1 du mercredi.